Bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour accueillir notre conférencier. C'est un réel plaisir que de voir autant de monde pour une conférence qui, pour une fois, est à l'initiative des étudiants. Et ce soir, on n'accueille pas n'importe qui, puisqu'on accueille un étudiant qui va nous parler d'une chose fantastique, le tour des possibles. Paul Cimetière, bonsoir. Peu de personnes te connaissent ici. Tu n'es pas étudiant de l'école d'architecture de Strasbourg. Tu n'es pas non plus étudiant architecte. Tu as 23 ans et tu es en dernière année à l'école centrale de Paris. Donc tu es étudiant ingénieur. L'an passé, tu as réalisé avec ton collègue Thibaut Bussler un tour du monde lors de ta césure d'initiatives en rapport avec la transition énergétique par les citoyens, pour les citoyens. Ce soir, tu te proposes de nous faire un petit florilège de ces expériences. Je n'en dirai pas plus, je vais découvrir avec vous ce qu'il va nous montrer. Paul, tu es comme chez toi, la parole est à toi. Merci Lionel pour cette introduction. Bonjour à tous, merci à vous de m'avoir invité et d'être si nombreux ce soir pour écouter ce que j'ai à dire. Donc moi je vais vous parler d'une expérience que j'ai fait pendant ma césure qui s'appelle le Tour des possibles. Et en résumé, c'est 6 mois autour du monde pour aller découvrir des projets citoyens et locaux autour de l'énergie. Donc comme l'a précisé Lionel, j'étais pas tout seul pour ce projet. J'avais un coéquipier, Thibaut, qui est actuellement en double diplôme en Italie. Il fait un double diplôme ingénieur architecture à l'école polytechnique de Milan. Et donc il peut pas être là ce soir pour la présentation. Donc tout d'abord, je vais présenter un peu nos motivations pour le projet. Et ensuite, je parlerai un peu plus des découvertes pendant le voyage qu'on a pu faire. Donc nous, une des premières motivations qu'on a eues, c'était ce qu'on voulait à travers ce projet, c'était d'impliquer les citoyens dans la transition énergétique. Et pour ça, on a eu 3 aspects. Donc à la fois, c'était sensibiliser. Donc déjà, parler de la transition énergétique, faire prendre conscience aux gens qu'il peut y avoir un problème en ce moment au niveau des énergies et voir quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter. Donc pour cela, on a voulu recenser des initiatives un peu partout dans le monde et les documenter, comme on va pouvoir le voir tout à l'heure. Et ensuite les transmettre donc à travers des conférences comme celle-ci ou par d'autres moyens de communication. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu le film Demain de Cyril Dion. Ok, donc un certain nombre. En gros, ce film nous a beaucoup inspiré, sauf qu'on s'est rendu compte que les projets dont parle le film sont encore à trop grande échelle, c'est à l'échelle des villes, des pays. Et on s'est dit, si quelqu'un veut s'impliquer, comment il fait en voyant ce film, ça n'apporte pas vraiment des solutions. Donc nous on s'est dit, voilà, on a essayé de faire un petit demain, mais pour les citoyens. Donc avant d'en dire plus, je vais vous proposer de regarder une petite vidéo de 2 minutes qui va présenter très rapidement le projet. C'est en fait le teaser de notre reportage et ça vous permettra d'avoir une bonne idée du projet. Et je reviens après. It's a way of thinking and a way of making choices based on the carrying capacity of the earth. Urban agriculture, that we plan to introduce this kind of ethics and habits in the middle of the city. Going to present you this amazing solar cooker, which is handmade and also homemade, and it's easy for anybody to do this. It's really nice to have a garden in here. That's one of the Earthship principles of trying to produce your own food. The house has been designed to try and maximise the available resources here in Castlemaine. 4 hours you can cook 60 people's rice. So these collectors I've got here, I made them 16 years ago. And it still works. Still works, yes. Nous sommes Paul et Thibaut, 2 étudiants en école d'ingénieur, partis pendant 6 mois autour du monde. Notre objectif, aller à la recherche de projets low-tech, à petite échelle et initiés par des citoyens, permettant d'avoir un accès plus durable à l'énergie. Caméra à la main, nous avons étudié plus d'une 50aine de projets et rencontré des dizaines de personnes motivées et impliquées pour changer les choses dans leur environnement. And I've designed all of it so that it's as
fixable as possible. Des fours solaires du Costa Rica aux biodigesteurs d'Inde, en passant par les communautés écologiques en Australie ou encore les maisons autonomes de Hawaï, tous ces projets présentent une manière ingénieuse et écologique de chauffer, cuire, cultiver, s'électrifier. Minimizing of the loss of energy, design for efficiency is the core of permaculture. De retour en France, notre objectif est maintenant de partager ces idées et de montrer que des solutions très simples permettent parfois de garantir nos besoins énergétiques et surtout que c'est à la portée de chacun. Donc voilà, donc je pense que ça reprend un peu les idées que je viens de dire et ça en dit encore plus. Finalement, quel type d'initiative on a choisi de voir? Donc comme on a dit, les initiatives du film Demain étaient à trop grande échelle. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit des initiatives... Ça ne marche pas. Ok, on va tout mettre. Donc des initiatives générées par les citoyens, donc qui soient de l'initiative des citoyens et qui soient implémentées par les citoyens. À l'échelle locale, donc si on veut que ce soit les citoyens qui puissent s'impliquer, bah forcément il faut que ce soit à l'échelle locale. Low-tech, donc ça c'est un concept sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et en lien avec l'énergie, donc en effet on est étudiant ingénieur et on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un aspect un peu ingénieur dans le projet. Donc on a choisi le thème de l'énergie, ce qui est finalement un thème très très large et qui nous a pas du tout bloqué pour trouver les projets sur le parcours, parce qu'en fait l'énergie ça veut tout et rien dire et il y en a un peu partout. Donc nous, notre but ensuite, c'est de transmettre toutes ces informations aux citoyens, donc notamment en France. Et donc pour ça, on est passé par... Ça marche encore ? Ça marche encore, oui. On est passé par plusieurs moyens. Donc on avait des réseaux sociaux et un site internet qui nous a permis d'être la plateforme en fait entre nous à l'étranger et les gens ici en France. Sur ces réseaux sociaux et ce site internet, on mettait notamment des fiches synthèse projets. Donc au final, il faut savoir qu'on a vu à peu près une 50aine de projets pendant les 6 mois, et à peu près sur chacun d'entre eux, on écrivait une fiche recto verso avec le détail du projet, qui les a mis en œuvre, et on mettait 4 notes sur l'impact environnemental, l'implication citoyenne, la reproductibilité et le coût. Donc ce qui permettait un peu d'avoir une idée, rien qu'en regardant ces 4 notes, où se plaçait le projet sur ces 4 critères. On a aussi fait des clips vidéo, donc on n'a pas pu en faire sur tous les projets parce que ça prenait beaucoup de temps à monter au cours du voyage, donc j'en ai prévu 2 pour la présentation, et on a pris voilà, ça dure entre 2 et 3 minutes, et ça présente un projet de manière un peu plus précise. Des podcasts radio, donc on avait été contacté par une radio strasbourgeoise qui s'appelle Les Défricheurs, avec qui on avait fait une interview avant de partir. On leur a envoyé des podcasts pendant tout le long du voyage et on a refait une interview avec eux à notre retour. Donc voilà, ça a permis aussi de diffuser comme ça. Des newsletters, donc on avait une newsletter, pas mal de gens s'y étaient inscrits et ça nous permettait de mettre les liens vers les fiches projets et les clips vidéo tout en donnant des informations sur les pays dans lesquels on passait. Et enfin, un reportage. Bon. Un reportage vidéo complet sur le projet, donc qui fait 52 minutes et qui regroupe de manière... qui regroupe les différents projets, alors pas tous, mais voilà, de manière organisée, les différents projets qu'on a pu voir pendant le voyage. Donc maintenant un peu pour parler du parcours rapidement. Donc c'était les 6 premiers mois de notre césure, donc l'année dernière, donc du 13 août 2017 au 13 février 2018 exactement. Et donc on est passé, donc on voit le tour qu'on a fait. L'idée d'un tel tour, c'était de passer par des environnements différents, parce qu'on va pas trouver les mêmes projets, donc environnement au niveau du climat, au niveau politique, au niveau économique, et on va pas trouver les mêmes projets par exemple en Australie ou en Inde. Et donc ça permettait de donner voilà, une certaine dimension variée aux différents projets. Par ailleurs, comme notre but c'était aussi de motiver les gens en France à prendre conscience et un peu de faire rêver, on s'est dit que si on parlait d'un tour du monde, bah finalement il y aurait plus de gens qui seraient intéressés que si on parlait de projets qu'on a rencontrés par exemple
pendant un tour d'Alsace, même si on aime tous notre région. Mais je suis sûr que parmi d'entre vous, il y en a qui sont venus parce qu'ils ont vu Voyage et Tour du Monde avant de voir Transition énergétique, par exemple. Et donc voilà, c'est un peu pour ça que disons que le voyage permet aussi d'inspirer les gens, et c'était donc un critère important. Alors, donc là, on va en venir aux différents types de projets qu'on a pu rencontrer durant le parcours. Donc, c'est des familles, c'est non exhaustive. Disons que ça peut se répartir donc dans ces 6 familles. Donc, la production d'énergie, tout ce qui est maison écologique et bioconstruction. On a séparé chauffage OER d'énergie parce qu'on a vu un certain nombre de projets dans ce domaine-là. Tout ce qui est cuisine solaire. Le thème de la permaculture qui est revenu à plusieurs reprises. Alors les financements participatifs de projets écologiques, donc là il n'y a que 2 projets qui rentrent dans cette catégorie, mais il semblait intéressant de les mettre en avant. Et ensuite tout ce qui était la cohabitation et les écovillages, qui avait aussi pour but de réduire l'empreinte carbone par exemple d'un habitat. Donc je vais pas vous présenter tout un à un et détaillé, je vais essayer plutôt de prendre des concepts et d'illustrer avec 1 ou 2 exemples, montrer quelques vidéos, et voilà, ensuite si vous voudrez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander, ou vous pourrez aussi trouver toutes les informations sur le site si vous avez besoin de détails sur d'autres projets. Donc pour commencer, je voudrais juste revenir sur le concept de low-tech. Donc c'est en fait, ça veut dire low technology, donc qui s'oppose à high-tech, et donc c'est des technologies qui sont simples, qui ne coûtent pas trop cher, qui peuvent être réalisées par tout le monde, et notamment avec des matériaux qu'on peut trouver localement ou qui sont facilement accessibles et qui sont facilement réparables. Le but c'est vraiment de ne pas consommer de ressources, de consommer le moins de ressources possible pour faire ces projets. J'ai mis en exemple un frigo qui fonctionne sans électricité, qui est en fait en argile. Et donc on peut mettre 10 litres d'eau en haut du frigo, et en fait l'eau va s'infiltrer dans l'argile qui est poreux, et avec le soleil, avec la chaleur, ça va s'évaporer. Or pour s'évaporer, ça va devoir consommer de l'énergie, et l'énergie qu'il va prendre, c'est la chaleur qu'il y a à l'intérieur du frigo. Et donc en fait ça fonctionne de la même manière que la transpiration sur notre corps, qui sert à refroidir à maintenir une température constante du corps. Ça va refroidir l'intérieur, et on peut obtenir à peu près, c'est pour conserver des légumes par exemple dans les pays chauds, on peut garder une température de 10 degrés à peu près à l'intérieur. Donc voilà, c'est très basique. De manière plus basique, il y a des jarres d'argile avec de l'eau à l'intérieur. C'est tout simple et ça conserve l'eau au frais dans les pays chauds. Avec ces projets low-tech, on n'en a pas vu énormément, mais ceux qu'on a vus, on a essayé de faire des tutoriels. Parce que le but c'était aussi d'essayer que les gens puissent reproduire certains projets. Donc tous les projets qu'on a vus ne sont pas low-tech, loin de là, mais certains le sont, et donc dans ce cas-là, on peut faire des tutoriels. Donc ça c'est un exemple, j'ai juste pris le matériel, le coût, le temps de fabrication. Donc on a vu en Mongolie, dans la capitale Ulaanbaatar, et qui était en fait un chauffer. Donc c'était une boîte en bois qu'on mettait contre une fenêtre. D'un côté de la boîte, il y avait un plastique noir, par exemple les plastiques qu'on utilise pour couvrir les fraises, donc facilement accessible. Et contre le soleil va taper contre le plastique, ça va chauffer l'air dans la boîte, et avec l'aide d'un simple petit ventilateur d'ordinateur, on peut faire circuler l'air en dehors de la boîte. Donc lui c'était un atelier, donc il a rajouté des filtres de voiture en bas pour éviter que la poussière rentre dans la boîte. Mais voilà, disons que ça s'adapte. Entre la première fois qu'on l'a vu, à notre arrivée en Mongolie, à notre retour, on est repassé le voir. Il en a refait un autre qui était un peu différent, il avait mis un panneau solaire pour l'alimentation, etc. Donc ça s'adapte. Voilà, mais c'est un exemple de projet low-tech, donc on peut appeler ça aussi bricolage parfois, mais ça marchait bien. Il chauffait tout son atelier avec ça. Donc dans le thème de la production d'énergie, c'est vrai qu'on pense en général énergie renouvelable, donc les sources d'énergie renouvelable, l'eau, le vent, le soleil. Mais un élément un point très très important qu'on s'est rendu compte pendant tout le voyage et qu'on nous a beaucoup répété, c'est qu'en fait il faut faire avec ce qu'on a localement. Donc si on a une montagne et du dénivelé et une rivière, bah là il est intéressant de mettre un barrage avec une hélice. Si on est en Mongolie et qu'on a beaucoup de soleil, bah des champs de panneaux solaires ça marche bien.
Donc c'est des énergies où il faut vraiment, ça dépend vraiment de l'environnement. Et donc ça c'est un exemple très concret en Inde, dans le sud-est de l'Inde, à Auroville. C'est une communauté qui est pas du tout reliée au réseau électrique et qui avait mis des panneaux solaires. Or parfois il fait un peu nuageux. Et donc dans ce cas-là ils ont 4 vélos, et c'était vrai, et ils les utilisaient vraiment, qui servent à charger les batteries pour les quelques besoins en électricité qu'ils avaient dans la journée. Donc voilà, c'est un exemple pour montrer que ça dépend beaucoup de l'environnement. Un autre exemple qui est assez illustratif de tout ce qu'on a pu dire, c'est par exemple la création de biogaz. Donc là c'était en Inde. Donc il y a eu un constat, c'est que les familles au sud de Bangalore, dans le centre de l'Inde, ont souvent 2 ou 3 vaches. C'est des fermiers qui ont souvent 2 ou 3 vaches et un peu d'espace dans leur jardin. Et donc il y a une organisation qui s'appelait SKG Sangha qui s'est dit comment valoriser ces ressources pour permettre de créer de l'énergie pour ces familles. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont apporté leurs connaissances pour créer un biodigesteur. Donc le biodigesteur, c'est ce qu'on peut voir. Alors là on le voit pas vraiment parce qu'il est enterré, mais on voit l'entrée, le haut du dôme et la sortie. Et donc en fait c'est une cuve, donc là c'était de 3 mètres cubes, dans laquelle on insère quotidiennement un mélange de bouse d'eau, de bouse de vache et d'eau, donc à peu près 2 tiers d'eau pour 1 tiers de bouse de vache. Et ensuite ça va faire monter en milieu anaérobique à l'intérieur de la cuve et générer du méthane et du dioxyde de carbone qui est directement acheminé par le fil que vous voyez au-dessus à la cuisine et qui sert pour cuisiner. Donc un système comme cela produit à peu près 2 mètres cubes de gaz par jour, ce qui était largement suffisant pour subvenir aux besoins de la cuisine de la famille de 3 ou 4 personnes. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une implication citoyenne, des ressources, et que c'est lié à l'énergie, donc c'était parfaitement le type de projet qu'on recherchait. Je voulais aussi rajouter que là c'était parce qu'il y avait des vaches, mais évidemment on en a vu par exemple au Mexique que ça se fait aussi avec des excréments de cochons, et au Brésil on a aussi vu des biodigesteurs humains. Voilà, donc en fait on fait avec ce qu'on a. Donc pour enchaîner, on va passer sur les maisons autonomes. Je vais pas parler d'architecture en tant que telle, mais il y aura un peu des techniques de bioconstruction après. Voilà, peut-être que ça intéressera certains d'entre vous. Donc on n'a pas que vu des maisons déconnectées du réseau, mais là ça en est 2 exemples. Et pour présenter l'Earthship, je vais mettre une vidéo. C'est un des petits clips vidéo qu'on a fait, ça dure même pas 3 minutes, et ça va vous présenter le principe d'Earthship. Qui connaît le principe d'Earthship parmi vous ? Ok, donc en fait, un petit peu, ça a été développé après dans les années 70 par un Américain, Michael Reynolds, qui voulait créer des structures qui ne demandaient pas la consommation de ressources épuisables, et donc voilà, qui a inventé la notion d'Earthship. Là, c'était la première Earthship qui a été validée, autorisée à être construite en Australie. C'était à côté d'Adélaïde, et je vais mettre le petit clip vidéo qui va la présenter. Et maintenant, direction Adélaïde, en Australie, pour aller voir notre premier projet, l'Earthship. Les Earthships sont des maisons autonomes en énergie, faites à partir de matériaux recyclés tels que des pneus ou des bouteilles. Une grande verrière est orientée au nord. N'oubliez pas que nous sommes dans l'hémisphère sud et que donc au zénith, le soleil est au nord. Elle permet une bonne luminosité tout en réchauffant l'intérieur de la maison. The greenhouse is, one of the iconic features of the Earthship. Des plantes sont cultivées derrière cette verrière. It's really nice to have a garden in here. It's also like growing food, of course. That's one of the Earthship principles of trying to produce your own food. Cependant, pour éviter les moisissures et pour aérer la maison, un système de ventilation est mis en place. Which is what you see here is the inlet to the earth tubes. When there's hot air in the greenhouse and you open that skylight, hot air rises up out of there, and as long as all the doors are closed on the Earthship, that forces air through those tubes just by natural convection, and the air comes through this little grill here. And as the air passes through those tubes, it changes temperature. So in the summer it cools down, and in the winter it warms up because of the stable temperature of the earth at 2 meters depth.
L'earthship est adossé à une colline. Le mur et le plafond de la pièce principale sont en contact direct avec la terre, qui a une température constante de l'ordre de 15-16 degrés, ce qui sert de tampon thermique. À propos des murs, la particularité est qu'ils sont faits à partir de pneus pour les murs du fond et à partir de bouteilles en verre pour les autres murs. Take 2 beer bottles and then we just cut them to the length that we want, and you just use them like bricks in a wall, just for decoration, and reduces the amount of cement, mortar or mud that you have to mix up to build the wall. Pour les besoins en eau, l'eau de pluie est récupérée. This gravel acts like a really good filter and goes into there, and then that little box down there splits the water into 2 buried tanks. Pour ses besoins en électricité, l'earthship possède 1 kW de panneaux solaires qui alimentent des batteries de 600 Ah, de quoi avoir déjà 3 jours d'autonomie. Au total, il aura fallu 16 semaines et l'aide de 60 volontaires pour construire cette earthship, première de ce type en Australie, dont le coût s'élève à environ 115 000 €. Bon, donc voilà, donc là on voit quelques concepts, par exemple l'aération de manière passive de la maison, donc juste par naturelle convection. C'est des systèmes qui sont mis en place en général dans les maisons autonomes qui demandent donc pas d'énergie et donc qui permettent d'avoir une consommation vraiment très faible. Donc dans les earthships, on a vu par exemple, donc là ce qu'ils mettaient c'était des pneus et des bouteilles. Ça permettait de réduire la quantité de ciment. Donc le ciment, il faut savoir que c'est très polluant à produire pour la construction des murs de la maison. Et on a vu aussi à d'autres moments d'autres techniques de bioconstruction, donc notamment en Amérique latine. Donc là, c'était en Colombie, donc au centre Organismo. Donc c'est une fondation qui testait différentes techniques de bioconstruction. Donc le but, c'est pas de toutes les détailler, mais on peut juste en donner l'exemple de 2-3. Donc l'adobe, ce qu'ils utilisent énormément, donc il y a un mélange de sable, d'argile, d'excréments de vache et de cheval, un peu de paille et d'eau. Alors les bousses de vache c'est pour l'étanchéité et les crottins de chevaux c'est pour apporter des fibres dans le matériau. Donc voilà, on a eu une petite session de travaux pratiques. Ou encore les earth bags, donc c'est à peu près un mélange à peu près équivalent qu'on met dans des sacs dans lesquels on rajoute parfois du ciment si c'est pour des gros édifices, et en fait ça fait des sortes de boudins qu'on peut ensuite mettre dans les qu'on peut mettre un peu comme on veut. On met juste une maille de fer entre les sacs pour éviter qu'ils glissent l'un par rapport à l'autre. Donc en fait ces maisons ou les maisons qu'on a vues dans la vidéo initialement sont que des boudins mis les uns au-dessus des autres. Donc là on voit à l'intérieur ce que ça donne. Et donc, alors ces maisons, ça fait un peu maison de barbe à papa qui était pas très grande, mais ça permettait de, voilà, ça fait une jolie petite pièce à l'intérieur. D'autres techniques qu'on a pu voir, donc là on retrouve les earth bags collés sur du guadois. Donc le guadois c'est un arbre de la famille du bambou. On va revenir un peu sur les constructions en bambou tout à l'heure. Les murs en bouteille, donc ça c'est ce qu'on retrouve dans les earthships. Le toit végétal, ou encore de la paille, sur lesquelles on reviendra aussi tout à l'heure, donc des ballots de paille avec de l'argile collée dessus. Donc c'était un peu les techniques qui étaient mises en place dans ce centre. Il y en avait d'autres, mais que j'ai pas détaillé ici. En parlant du bambou, donc le guadois notamment, c'est un arbre qui pousse vraiment très très facilement en Amérique latine, et donc il est très très facile de récupérer. Et donc on a été voir les centres Pindorama et Tibario, c'est deux centres dans la région de Rio de Janeiro qui utilisent beaucoup le bambou pour créer des structures. Donc ça c'est une sorte, c'est pour faire ensuite des chambres en hauteur, donc c'était en construction. Voilà. Et donc en fait ce qu'on a appris c'est un peu comment traiter le bambou avant de l'utiliser. Donc en fait ce qu'il nous expliquait c'est qu'il faut les mettre dans ces grands bacs. On les laisse une semaine dans un bac avec de l'acide chlorhydrique et de l'acide borique et du sulfate de cuivre, et en fait ça va permettre de les traiter contre toutes les moisissures ou les parasites pour la durée de leur utilisation. Quand les bambous sont trop gros, en fait on va juste percer un trou au milieu des différents parce que le bambou il y a des sortes de nœuds à chaque fois, donc on perce à l'intérieur sauf le dernier et on remplit le bambou du liquide. Donc ça c'est une autre méthode pour le traiter de l'intérieur, on va dire, si ça rentrait pas dans le bac. Et ça permettait aussi de toute façon faut les trouer parce que en raison de la dilatation les bambous craqueraient s'ils n'étaient pas troués.
Donc voilà, donc ça c'était un peu l'utilisation du bambou. Il nous a aussi expliqué comment construire, donc toujours faire attacher 2 bambous au niveau des nœuds des bambous, c'est là où c'est la structure le plus solide. Et nous, un des bâtiments en bambou le plus joli qu'on a rencontré, c'était en Colombie, et c'était celui-là. Donc c'est une maison qui a été réaménagée au centre de Bogota, et en fait c'est maintenant un centre pour parler des énergies renouvelables et autre chose, et des murs verts, des murs végétaux, donc qu'on peut voir un peu partout. Donc c'est vraiment très joli et très impressionnant. C'est sur 4 étages. En haut, ils récupèrent l'eau de pluie qui permet d'irriguer à travers des tuyaux simplement par gravité les différentes plantes dans la maison. À l'étage supérieur, c'est là où ils mettent les légumes parce que c'est ceux qui nécessitent le plus de lumière, donc directement sous le dôme. Donc en fait, un mur végétal, j'ai pas mis la vidéo parce qu'elle était un peu longue et comme on n'a pas les sous-titres et que la personne parle pas forcément très explicitement anglais, c'était plus pratique de le détailler moi-même. Donc en fait c'est une planche de bois dans laquelle on peut coudre du tissu, et on coud des poches en tissu qu'on va simplement remplir de terre et mettre des plantes à l'intérieur, et donc ça a un rendu vraiment très très joli. Et sur les étages inférieurs c'était plus des plantes vertes de décoration, et ils aimaient bien parce que voilà, ça aussi ça consomme le CO2. Et donc voilà, c'est un très beau centre expérimental qu'on a pu rencontrer. Ensuite, un autre grand thème, la cuisine solaire. Donc la cuisine solaire, on en a rencontré beaucoup, notamment dans les pays avec du soleil, donc en Inde et au Costa Rica, qui étaient les 2 pays principaux. Donc je vais vous montrer une vidéo après d'un docteur d'origine indienne qui habite au Costa Rica, qui a vraiment énormément travaillé sur les fours solaires, et qui a participé à son installation dans différents environnements. Mais en fait, on peut juste dire avant de lancer la vidéo qu'en fait ça se sépare en deux catégories. Il y a les paraboles qui permettent plutôt de frire, et les fours solaires qui permettent plutôt de cuire lentement, et ça prend à peu près 3 heures pour faire cuire ou réchauffer un repas. L'image tout en haut, c'est un immense bol solaire de la Solar Kitchen d'Auroville. Donc c'est une cantine qui peut faire jusqu'à 1000 repas par jour, et ça permet, donc en fait tous les rayons sont concentrés sur le... Alors ça c'est une forme de demi-sphère, alors que ça c'est une forme de parabole. La différence c'est que la parabole va concentrer les rayons en un point, alors que le bol va concentrer les rayons sur la tige noire qu'on voit à l'intérieur du bol. Et donc en gros il y a de l'eau qui passe dedans au soleil. Alors ça chauffe vraiment très très fort parce que c'est immense, ça doit faire 15 mètres de diamètre, et ça crée de la vapeur qui est ensuite utilisée pour cuire le riz notamment, pour tous les repas. Ils ont aussi un générateur à fioul dans les cas où il n'y a pas de soleil. Donc je vais vous mettre la petite vidéo sur les fours solaires, et comme ça vous pourrez voir comment on peut les utiliser concrètement. Nous avons rencontré le Dr Chiam, près de San José au Costa Rica. Professeur spécialiste des fours solaires, c'est lui qui a construit le premier prototype en 1979 avant de répandre ses fours partout dans le monde. Quelques jours plus tard, toujours au Costa Rica, nous avons partagé le repas 100% solaire de l'association Sol de Vida. You can see here, there are many types of solar cookers, but the basic of all these solar cookers is the same. It's like a greenhouse effect. In all this cooker, there is one metallic plate painted black. It absorbs almost 95% of solar radiation, the black color, and that is converted into heat. Then the plate becomes hot. Same time, if I just keep the plate, it starts re-radiating and getting cool. To avoid that, we make a box with the heat insulation on the 4th side and the bottom of the plate. But on the top, to reduce we use 1 or 2 glasses. Still, to increase the more solar radiation, we use a reflector. The sun rays, they change their angle due to rotation of the earth. To that's why we can change the angle of the reflector at different angles
depending on the time of the day. Plate temperature can go up to 140, 150 degrees centigrades. And to cook the food, this is one of the cooking box type, it should be metallic. Okay, painted again black, and this we can keep in the box, okay, and it's cooking slowly, keeping the nutritious value inside the food. You can use for cooking, for roasting, for baking. You can make cake, you can bake bread, but you cannot fry. But frying is a different model we call the concentrator. And the food can be cooked 2 to 4 hours. Okay, you can start at 9 o'clock, you can start at 10 o'clock, depending on the quantity of food, depending on the solar radiation. Grâce au Dr Chiam, des fours solaires ont été installés dans différents établissements scolaires d'Heredia. Nosotros desde hace aproximadamente unos 10-12 años aproximadamente utilizamos un sistema de calentamiento de la comida de nuestros estudiantes a través de los hornos solares. Todos los días por la mañana nuestras conserjes recogen los almuerzos en cada una de las aulas en canastas y al ser aproximadamente a las 8 de la mañana los depositan en los hornos solares. Va entre 2 horas y media aproximadamente, ¿verdad? Y después de ese periodo lo que hacen las conserjes es avisarles a los estudiantes para que ellos puedan recogerlas. Et si vous voulez vous lancer dans la construction de votre propre four solaire, cliquez sur le lien du tutoriel sous la vidéo. Y funciona perfectamente, ¿verdad? Muy caliente. Donc en gros, ce qu'il a raconté, c'est que y a les concierges de l'établissement qui vont récupérer chaque élève en fait vient avec sa petite box lunchbox pour le midi et ils vont récupérer ces lunchbox dans les différentes classes, ils les mettent le matin dans les fours solaires et après 2-3 heures ils vont dire aux élèves que le repas est chaud et donc c'est l'heure du midi et ils peuvent aller manger. Donc en fait il nous a expliqué qu'au début ils utilisaient des micro-ondes, mais le problème c'est quand on en met plein dans un micro-ondes, il y en a que l'un ou l'autre qui chauffe et ça prend beaucoup plus de temps, alors que là finalement, ça prend plus de temps aussi, mais le fait de le mettre dès le matin, au final le repas est chaud quand il sort de classe. Et donc voilà, ça a été utilisé dans plusieurs établissements, dans celui-là, et ça permettait de voir une application pratique, et c'était vraiment utilisé de manière quotidienne là-bas. Donc ça c'était pour la cuisine solaire. Alors un point qui, on pourrait penser, sort un peu du domaine simple de l'énergie, c'est la permaculture, mais c'est un élément qu'on a découvert nous aussi un peu pendant le voyage et qui personnellement m'a pas mal marqué et intéressé. Donc par permaculture on entend souvent que c'est de l'agriculture écologique, ou quand on dit on va faire de la permaculture dans son jardin, voilà, on va mixer quelques légumes ensemble et on va dire voilà, on a fait de la permaculture. Mais en fait c'est un peu plus que ça. Donc à la base ça vient du mot effectivement permanent agriculture, mais ça s'est rapidement transformé en permanent culture, parce qu'on s'est rendu compte que pour que quelque chose soit permanent, si on prend pas en compte les aspects sociaux et économiques un peu du système, ça peut pas vraiment être viable. Et donc une phrase que j'ai bien aimée sur la permaculture, c'est que le but de la permaculture en fait c'est de développer des modes de vie et de fonctionnement qui ne nuisent pas à l'environnement et qui soient viables économiquement, qui subviennent à leurs propres besoins, qui n'abusent ni des humains et ni du vivant, et qui ne polluent pas la terre. Donc on parle bien des modes de vie et de fonctionnement, donc c'est vraiment un système et non pas uniquement de l'agriculture. Donc cette phrase vient de Bill Mollison, qui est un des fondateurs de la permaculture avec David Holmgren. On a d'ailleurs rencontré l'assistante de David Holmgren en Australie. Et donc voilà, donc en fait ce qu'on nous a expliqué, on a eu deux endroits où on a parlé de la permaculture, c'était en Inde. On a rencontré Cléa Kandmal, qui est une professeure de permaculture et un peu spécialiste du sujet, qui donne pas mal de cours là-dessus, et en Australie également, donc l'Inde à gauche, l'Australie à droite. Et donc ça nous expliquait, Cléa nous expliquait qu'en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à faire un maximum de liens entre les différents éléments du système, que ce soit l'agriculture, l'habitat, l'énergie et l'eau, et non pas et maximiser les fonctions de chaque élément. Parce que nous on a l'habitude que quand on a un besoin, et on va avoir un système pour répondre à un besoin, un autre système pour répondre à un autre besoin, et pas essayer de chercher est-ce que finalement cet objet, ce système pourrait pas répondre à plusieurs besoins à la fois.
Donc ça c'était très intéressant. Et aussi créer des systèmes régénératifs ou circulaires. Donc certains ont sûrement entendu parler du terme de l'économie circulaire. Et ben c'est un peu le même principe, mais à une échelle du système complet, à savoir utiliser les déchets comme ressources dans le système. Et c'est souvent inspiré de la nature. Donc dans la maximisation des fonctions, Cléa nous avait donné un exemple. C'est dans sa ferme qui est vraiment à la bordure de la jungle en Inde. Et elle nous a dit prenez un plant d'ananas. Alors moi j'ai des trous un peu dans ma ferme où je sais pas trop quoi planter parce qu'ils sont parfois au soleil, à l'ombre, etc. Et je sais pas quoi mettre. Elle dit les ananas ils poussent un peu dans tous les climats, donc je peux les mettre là. Ensuite ma ferme elle est en pente, donc j'ai des problèmes d'éboulement. Donc ce qu'il me faudrait c'est une plante avec des racines qui vont un peu profond et qui s'étendent. Et elle dit les ananas ça en a, ça marche aussi, je peux les mettre là. Et enfin je suis au bord de la jungle, il y a quand même des mammifères qui vivent. Pour protéger ma ferme, en fait j'ai entouré ma propriété d'ananas. Et en fait les points d'ananas, les pics d'ananas, si vous voyez les plants d'ananas, c'est à peu près haut comme ça. Et ça a vraiment des pics au bout, et donc les mammifères ne traversent pas. Et donc je l'ai dit en fait, avec rien que avec une plante, je peux répondre à plein de besoins. Et il suffit qu'il y ait les besoins au même endroit, et puis je mets ça, et puis ça solve tous mes problèmes. D'autres idées qu'on avait pu utiliser, c'est par exemple quand on fait un fumier, un gros tas de fumier, quand ça va se décomposer, ça va dégager de la chaleur. Si on n'en fait rien, la chaleur va être dégagée dans l'environnement. Certains avaient pensé à mettre un tube de cuivre avec de l'eau qui coule à l'intérieur, et la chaleur dégagée par le fumier va permettre de réchauffer l'eau. Alors vous n'allez pas avoir de l'eau bouillante, mais ça peut amener de l'eau tiède, voire chaude, dans certains cas. Sur le même principe au Brésil, on avait vu, ils avaient fait dans un feu où ils mettaient du feu, il y avait aussi un tube de cuivre où ils faisaient passer de l'eau. Et donc quand ils faisaient un feu, ils allumaient l'eau et ça permettait de réchauffer l'eau au même moment. Donc c'est toujours en fait, quand vous faites quelque chose, demandez-vous si vous n'allez pas avoir des pertes quelque part. Et si ces pertes en fait, elles ne pourraient pas être une ressource pour autre chose. Voilà, donc c'est vraiment un concept qui était assez intéressant et qu'on a pu voir à différents moments. Donc ça c'était un des derniers projets individuels. Maintenant on a aussi vu des projets un peu plus collectifs. Cette communauté de cohabitation, c'était dans la région de Melbourne. Et donc c'était un bâtiment qui a été créé il n'y a pas très longtemps notamment pour les personnes avec un peu des soucis financiers. Donc parce qu'ils recevaient un peu des subventions pour habiter dans cet établissement. Et donc c'est un établissement qui regroupe 35 personnes et 18 appartements, donc il y a plusieurs familles qui habitent dedans, un peu de tout âge. Et le principe c'est de vivre ensemble. Donc ils partagent énormément de choses, donc il y a des voitures partagées. Donc ils ont que 14 voitures en tout pour toutes les personnes, dont 2 voitures électriques qui sont mises à disposition des habitants. Ils ont une laverie commune, donc ça évite aussi que chacun ait sa propre machine à laver par exemple, parce que personne n'utilise sa machine à laver tous les jours. Donc avoir 3 grosses machines à laver dans une pièce, ça suffit. Ils ont un planning, donc ça c'est pour les tâches. Ils essaient d'organiser un repas une fois de temps ensemble. Ils ont mis des panneaux solaires qui leur produisent 17 kW en électricité. Donc en gros ils ont tous leurs besoins en électricité qui sont fournis par ces panneaux solaires. Ils en revendent même au réseau. Et ils collectent aussi l'eau de pluie qu'ils utilisent notamment dans les machines à laver. Voilà, donc en gros c'est des personnes qui sont... Alors certes, initialement il y avait un besoin financier, mais derrière il y a quand même réduire son empreinte carbone, partager, ça évite que chacun ait ses propres équipements individuels. Et voilà, donc on avait été manger avec eux et c'était assez intéressant quand ils nous racontaient leur mode de vie. Donc ça c'est à l'échelle d'un établissement. On a aussi pu voir à l'échelle d'un village. Donc par exemple en Russie, c'était en Sibérie, pas loin du lac Baïkal. C'était le village Ladaga. Alors c'est un peu plus extrême, je vous l'accorde. C'est un village qui est né sur une idéologie, donc ils ont lu dans un livre qui disait qu'il fallait créer des parcelles d'1 hectare, planter des cèdres parce que voilà. Mais au final, c'était pas forcément que d'où ça vient, mais finalement en pratique comment ils vivent.
Donc toutes les maisons sont construites en bois, la plupart sont quand même connectées au réseau, mais certaines ont quand même des panneaux solaires pour participer, on va dire, à la production d'énergie, mais en Russie il fait quand même pas toujours beau, donc c'est pratique d'être relié au réseau. Ils cultivent beaucoup leurs légumes sur place. En fait, ce qu'ils pratiquent, c'est qu'ils pratiquent l'échange. Donc pareil, ils échangent entre eux les différents légumes, ce qui évite d'aller tous les jours au supermarché. Et quand ils y vont, ils essaient de demander aux voisins si les autres ont besoin de quelque chose, ce qui évite de faire aussi un déplacement. Donc voilà, vous allez me dire en quoi c'est relié à l'énergie. En fait, c'est l'énergie des personnes, il y a moins de mouvement, c'est l'énergie, ça pollue moins, chacun va pas aller en voiture chercher ses affaires. Et donc voilà, c'est vraiment un mode de vie qui était assez sobre en énergie finalement, et donc qui était assez intéressant. Au Costa Rica, on avait pu rencontrer aussi des ranchs, alors à la fois touristiques et non touristiques, qui permettaient, qui avaient cette idée de vivre ensemble et de limiter un maximum la consommation d'énergie en partageant des équipements ou en faisant les choses les uns avec les autres. Alors ça sort, c'est pas un projet en tant que tel, mais on l'a trouvé vachement intéressant. Donc ça, c'est en Australie seulement. Donc on a rencontré deux organisations qui permettaient de financer un projet de manière communautaire. Donc de deux manières différentes. Donc la première, Moreland Community, ils cherchaient en fait des entreprises qui avaient des toits disponibles pour installer des projets solaires. Et l'idée, dans les deux organisations, c'est un peu la même. C'est qu'il y a une communauté à la base qui va donner des sous pour installer le projet. Donc pour Moreland, ils vont chercher l'entreprise pour installer le projet solaire. Et au lieu d'acheter l'électricité au réseau national, ils vont acheter l'électricité à l'entreprise qui possède les panneaux solaires sur son toit. Et une fois qu'ils ont acheté autant d'électricité que le coût du système initial, et ben en fait le projet leur appartient et l'argent peut être réinvesti. Donc dans le cas de Moreland, l'argent était redonné aux actionnaires. Dans le cas de Corena, il y a eu un prêt, l'argent revenait, mais l'argent restait à Corena qui pouvait être réinvesti dans d'autres projets. Donc Corena c'était plus pour des projets individuels ou d'organisation, et Moreland c'était plus pour des projets d'entreprise. Mais on a trouvé ça vachement intéressant parce que c'était plus sur le principe, c'est finalement même dans le cas de Moreland où l'argent revient aux actionnaires, c'est juste un prêt qu'on fait qui va permettre de concrétiser un projet que quelqu'un n'aurait peut-être pas forcément les sous pour se payer initialement, et qu'ensuite finalement ils vont acheter l'électricité là où à l'organisation qui a créé le projet, et qu'une fois que c'est remboursé, le projet leur appartient, et donc ils peuvent ensuite utiliser ces panneaux solaires pour eux, pour le reste de leur fonctionnement. Donc on trouvait ça assez intéressant sur le principe. Alors pour conclure, mais ça va pas être si court que ça, j'aimerais parler de la maison de Joël. C'est un des projets qui, Thibaut et moi, nous a touché le plus, et c'est en fait sur cet exemple qu'est structuré tout notre reportage. Parce qu'en fait c'est une maison qui présente énormément de petits projets et de petits aspects très très intéressants, dont on a pu en détailler certains plus tôt. Et voilà, donc Joël, donc il a une femme, un enfant. Ce qu'on aime bien aimer aussi, c'est que c'est en Australie et ils ont un mode de vie moderne comme nous on peut avoir, parce que c'est vrai que dans ce type de projet, parfois on se dit ok, mais bon, c'est un peu des hippies, ils vivent là-bas sans électricité, sans eau. Mais voilà, ça c'était vraiment un exemple concret dans lequel on pouvait vraiment... le mec, il avait vraiment les pieds sur terre et on pouvait vraiment s'identifier. Et donc c'est peut-être un des projets qu'on retiendra le plus pour ça. Donc en fait, c'est une maison... Donc il l'a construite complètement avec sa femme. Donc les murs sont faits en paille. Donc j'avais dit qu'on y reviendrait parce qu'en fait il y a plein de cultures de blé aux alentours de la maison. Et donc ils ont utilisé cette matière première localement disponible pour créer la maison. Alors Joël nous a bien dit, et c'est dit dans la vidéo, que en fait si vous voulez juste imiter ça et vous vous dites ok, moi j'aime faire une maison en paille, et que vous avez besoin de transporter vos ballots de paille sur des milliers de kilomètres en camion, et ben c'est pas une bonne idée. Et ce qu'il voulait vraiment, c'était vraiment mettre l'accent sur ok, on utilise ce qui est localement disponible.
Tout l'extérieur de la maison, c'est de l'argile qu'ils ont trouvé en creusant pour faire les fondations de la maison. Donc pareil, il dit il y a quelque chose qui se détruit, je creuse, je peux réparer ma maison. Il y a juste l'argile blanche à l'intérieur que là ils ont été trouvés ailleurs parce qu'il fallait que ce soit joli à l'intérieur. Et voilà, ça donnait une bonne idée. Ensuite, lui, il n'a pas de panneau solaire, il est connecté au réseau. Ça, c'était aussi un point qu'on a trouvé très important et qui a apporté une petite nuance à d'autres projets. C'est que lui, il se dit les panneaux solaires, pour l'instant, leur rendement n'est quand même pas excellent. Si les panneaux solaires sont produits en Chine, dont l'énergie créée pour créer les panneaux solaires est tirée du charbon, et ben l'impact écologique du panneau solaire n'est pas si bon que ça. Donc c'est vraiment à nuancer. Et lui, il s'est dit, moi, je préfère payer mon énergie, l'électricité que je vais utiliser, mais de toute façon, je vais en utiliser très très peu, parce que j'ai vraiment designé ma maison de manière à ce que ma consommation soit très faible. Donc, par exemple, pour l'eau, donc il récupère l'eau de pluie, donc il a tout un système pour ne pas cueillir les feuilles mortes, par exemple, qui récupèrent du toit, qui rentrent dans ces trucs de stockage, et qui ensuite, il a juste une petite pompe solaire qu'on voit en bas, qui permet d'acheminer l'eau dans le réservoir du haut, et ensuite toute la pression de l'eau dans la maison c'est fait par gravité. Donc pareil, encore une fois, c'est passif, pas besoin d'énergie, tu ouvres le robinet, ça coule, et il y a une poire en haut, hein, et quand le réservoir se vide, et ben naturellement c'est re-rempli. Il utilise pour se chauffer des rocket oven. Alors ça, on a une vidéo dessus si ça vous intéresse. C'est en fait des fours à bois qui sont très efficaces. Ça brûle quasiment tout, ça brûle même la fumée, et donc en fait quand on regarde à l'extérieur, bah, c'est juste des gaz chauds, on voit pas du tout de fumée noire qui sortent, et ça consomme assez peu de petits bois. Tout le bois qu'il utilise pour se chauffer et pour cuire vient de sa propriété, donc il replante de temps en temps, mais en fait ça suffit très très bien. Donc nous, il nous a même fait à manger avec ce rocket oven. Donc il en a plusieurs, il y en a pour des expérimentations à l'extérieur de sa maison, il en a un gros dans sa maison. Donc pareil, comment optimiser les fonctions d'un élément. Donc ce gros rocket oven qui peut servir à cuire, quand on utilise simplement, bah, ça fait comme une plaque de cuisson. Ça passe à travers un mur, donc c'est son seul moyen de chauffage de la maison, donc le mur va émettre comme un radiateur, hein, et à l'intérieur de ce mur, il y a aussi une bobine de cuivre où l'eau passe pour réchauffer l'eau, parce qu'il a des chauffe-eau solaires en haut, mais quand il n'y a pas de soleil, et ben il peut utiliser ce système pour réchauffer l'eau. Donc c'est comment faire, voilà, un élément peut cuire, réchauffer la maison et réchauffer l'eau. Donc encore une fois, maximiser les fonctions d'un élément, donc c'était aussi intéressant. Voilà, qu'est-ce qu'il avait d'autre? Par exemple des toilettes sèches, il utilisait vraiment il les utilisait ensuite, les excréments comme matière organique pour le jardin par exemple. Donc voilà, vraiment c'était tout venait du jardin et repartait dans le jardin principalement. Et donc voilà, c'était un des exemples qui nous est resté, et que si on devait garder quelques idées en tête, et ben ça serait ça. Donc voilà, j'en arrive à la fin. Merci pour votre attention. Donc il y a le reportage, si vous voulez le trouver à l'occasion, c'est très facile, il suffit de taper reportage Tour des possibles sur YouTube. Si vous tapez le Tour des possibles sur Google, vous aurez aussi un peu tous les premiers liens qui apparaissent, c'est notre projet, notamment sur Facebook ou Instagram. On a un site internet, mais pareil, si vous tapez le Tour des possibles sur le site internet, sur Google, vous trouverez très facilement le site internet où il y a toutes les fiches projets, les petits clips vidéo, le parcours, etc. etc. Donc voilà. Merci. Eh bien, merci Paul pour cette formidable conférence pleine d'optimisme et de possibles au final. J'aurais deux questions pour commencer avant de passer la parole aux éventuelles questions du public. Déjà, qu'est-ce qui a rendu possible ce tour des possibles? J'ai vu que dans tes vidéos que tu avais de nombreux sponsors. Comment est-ce que vous avez réussi à financer cette aventure? Et déjà, alors, ça serait la première question. Alors au niveau du financement, donc il y a eu deux parties. Il y a eu une partie, on a fait des demandes, on a participé à des concours, on a fait des demandes de bourse, on a fait des demandes de subventions à droite, à gauche. Comme l'idée c'était aussi de faire des rendus aux citoyens, on a été contacter des mairies
et des agglomérations pour leur demander s'ils seraient intéressés d'avoir un partenariat. Donc notamment en juin dernier, on était de retour à Mulhouse, l'agglomération de Mulhouse, qui nous avait bien soutenus, et on a été faire un retour aux élus locaux de la transition énergétique. Ils avaient une réunion, ils ont proposé qu'on vienne pour parler du projet en même temps. Donc on a réussi, on n'a pas eu de très gros financement d'une entité. On a eu plusieurs petits financements de notre université, différentes mairies, une ou deux petites start-up dans les énergies renouvelables. Et l'autre partie venait de nos économies personnelles à Thibaut et moi. Voilà. Après, en ce qui est possible en termes du reste, c'est vraiment tout a été fait par nous deux, que ce soit la préparation du voyage, la réalisation ou même toutes les vidéos. C'est Thibaut qui s'y connaît un peu en montage vidéo, qui a vraiment tout monté lui-même. On a fait donc voilà, donc tout le reste, on a été juste deux pour faire tout ça. Bravo. Ma deuxième question serait du coup, comment est-ce que vous avez réussi à trouver toutes ces initiatives? Il y en a quand même une cinquantaine. Est-ce que vous les avez... Bon, j'imagine que vous avez préparé votre tour du monde un peu en amont, mais est-ce que vous en avez découvert chemin faisant? Ouais, alors il y a effectivement un peu des deux. Donc le but, enfin on se disait qu'on avait que 6 mois, donc vous vous dites 6 mois c'est beaucoup, mais en fait 6 mois c'est pas beaucoup du tout. Et le but c'était vraiment d'en voir un maximum, donc on pouvait pas se permettre d'arriver dans le pays et se dire je sais pas où je vais, je recherche les initiatives. Donc ça a été effectivement, on a mis, faut savoir que le projet on a commencé à le préparer à peu près en octobre 2016, donc pour partir en août 2017, donc ça a pris quand même énormément de temps. Et donc je peux en parler parce que c'est surtout moi qui ai cherché les initiatives. Donc je passais notamment par des groupes Facebook locaux, donc faut écrire toujours dans la langue locale, donc c'était très rigolo en mongol. Il y a eu des gens très gentils qui ont essayé de traduire mon message en vrai mongol dans les commentaires de mes posts Facebook. Donc vous essayez de trouver les groupes reliés par exemple à tout ce qui est permaculture, énergie renouvelable, un peu tous les liens, parce que finalement les personnes intéressées par ces domaines se connaissent, et le bouche à oreille permet de trouver différents projets. Donc ça nous a beaucoup aidé, les groupes Facebook, parce que oui, le but n'était pas d'aller documenter des projets qui sont déjà documentés, qui ont un site internet voilà, donc il y en a quelques-uns quand même, notamment les ranchs ou l'éco-village, c'était en russe, mais pareil, donc on a fait les recherches en russe sur Google, en espagnol, en portugais, donc c'était vraiment voilà, recherche locale. Et ensuite, quand on tombait sur une organisation, ou parfois on contactait des organisations dans le domaine sur place pour leur expliquer notre projet et leur dire est-ce que vous auriez des idées de projets sur place. Donc parfois ils nous passaient juste un WhatsApp et on allait contacter la personne. Donc voilà, mais ça a mis beaucoup de temps. Et donc c'était le voyage, quand on est parti, il était à peu près, enfin les initiatives étaient à peu près trouvées jusqu'en Australie, à savoir à peu près la moitié du voyage. Le reste, on n'avait pas eu le temps de rechercher déjà, et c'était un peu loin parce que les gens aussi, il y en a certains qui veulent, ok, on se voit à tel jour, à telle heure, mais prévoir ça 6 mois à l'avance, c'est un peu compliqué. Surtout avec tous les aléas qu'il peut y avoir dans le parcours. Et donc, voilà, donc le reste, c'était plus en mode on recherche, mais c'était 1 ou 2 semaines avant d'arriver dans le pays, on cherchait. En Inde, il s'est trouvé, quand on était à Goa avec Cléa, donc celle qui parlait de la permaculture, elle nous a parlé d'un gars qui avait été juste à côté, qui avait fait une hydrolienne verticale, voilà, qu'on a été voir, alors elle nous l'a appris le jour même, on avait un peu de temps, on a été le voir. Voilà, il a pas trop voulu nous en dire parce qu'apparemment il s'était fait piquer ses idées la dernière fois, donc il a pas trop osé divulguer, mais ça semblait intéressant. Voilà, donc on a eu des projets aussi sur le coup, mais voilà, la grande partie des premiers projets étaient trouvés à l'avance, et voilà, ou au moins des contacts un peu locaux dans les pays. Ok, merci. Du coup, y a-t-il des questions dans le public? Soyez pas timide. C'est en général les 2 questions qu'on pose en premier, c'est comment vous l'avez financé et où vous avez trouvé les projets. Je voulais te demander du coup, parce que ton projet en fait me fait beaucoup penser à un projet d'un breton qui s'appelle Corentin de Châtel-Perron, je sais pas si tu connais, qui a fait à peu près la même chose en voile. Et il a fait à peu près du coup de la sensibilisation avec un site internet. Et en fait moi je me demande, une fois que tu as fait toute cette analyse, toute cette recherche, toute
as décortiqué chaque projet. Quel va être ton projet? Est-ce que tu veux les mettre en pratique? Est-ce que là on a beaucoup de projets en milieu ruraux? Est-ce que tu veux les appliquer en milieu urbain aussi? Du coup, c'est ça. Alors, moi, personnellement, je vais voir quand j'aurai l'opportunité. Voilà, si par exemple je construis une maison, la maison de Joël, peut-être qu'elle m'inspirera en certains cas. Donc, effectivement, Corentin de Châtel-Perron, donc il fait partie du Low-Tech Lab. Il a fait partie de la mission Nomades des mers. Donc, c'était en catamaran. Ils ont fait le tour de plusieurs pays pour aller à la rencontre des projets low-tech. Et eux, ils documentaient, ils créaient des tutoriels sur les différents projets qu'ils rencontraient. Donc on a été en partenariat avec eux. Tous les tutoriels qu'on a fait sont sur leur site maintenant. On les avait contactés à l'avance parce qu'effectivement on s'était rendu compte de l'intérêt qu'on pouvait avoir à être en partenariat l'un avec l'autre. Donc nous c'était plus un souci de documentation. Par exemple Thibaut, lui il avait déjà fait son four solaire chez lui, etc. Voilà, moi je n'ai pas encore eu le temps. Voilà, le but c'est plus de transmettre. Après, si un jour, plus tard dans la vie, j'ai le temps de me poser pour faire moi-même quelque chose de concret, je le ferai volontiers. Je n'ai pas de projet pour les prochains mois actuellement. Mais oui, donc pour rebondir sur le Low-Tech Lab, il y avait effectivement plusieurs organisations en France qu'on avait contactées à l'avance. Il y en a une autre que j'ai en tête, mais... comment il s'appelle ? Ok, bon. Et donc avec qui on a fait des partenariats, donc qui étaient intéressés par ce type de projet. Et voilà, avec qui, pour valoriser justement, l'idée c'était pas que de les garder pour nous, c'était de les diffuser un maximum. Et donc les valoriser, ça passait aussi de les transmettre par d'autres plateformes qui sont déjà connues, et dans lesquelles nos projets auront beaucoup de visibilité également. J'espère que ça répond à tes questions. Plus tard dans ta vie professionnelle, comment tu veux mettre en avant cette aventure et tout ce que tu as appris, ou t'as pas encore d'idée? Je sais pas. J'ai pas encore d'idée. Alors pour l'instant, ma vie professionnelle, ça s'oriente pas tout à fait là-dedans. Je me spécialise plutôt dans le spatial que dans les énergies. Thibaut, lui, se spécialise donc plus dans le génie civil. Mais on est... Enfin, c'était plus un intérêt à côté qui est devenu... avec le projet, un intérêt grandissant. On peut pas changer ses études d'un seul coup. Voilà, moi, il me restait 1 an pour finir. Thibaut 2 parce qu'il faisait le double diplôme. Voilà, donc on a terminé ce qu'on a commencé. Ce que je dis à tout le monde, quand on me demande ce que tu veux faire plus tard, c'est toujours, là, j'ai envie d'aller faire des fusées. Plus tard, je verrai. Et le domaine de l'énergie, c'est quelque chose, voilà, qui, déjà un peu avant et de par ce projet, m'intéresse particulièrement. Et donc, je pense que si je dois me réorienter au bout de certaines années, après quelques années dans le domaine du spatial, le domaine de l'énergie, voilà, je pense que j'irai là-dedans. Après, comment concrètement je mettrai ça en place, ça dépendra complètement de là où j'atterrirai. Une autre question ? Bonjour, alors du coup moi je voulais savoir par rapport aux différentes choses qu'on a vues et aux différents sponsors, s'il n'y avait pas des mairies ou d'autres personnes qui voulaient justement mettre en place ces différentes choses en France ou en Alsace ou Alors ça c'était une de nos idées initialement. Quand on contactait les mairies, on leur disait si vous avez un projet, même auparavant, genre avant le voyage, on s'est dit si vous avez une idée de projet dans le thème qui vous intéresse, faites-en nous part, et nous, pendant le voyage, on va essayer de regarder quels sont les projets qui peuvent s'y ressembler, par exemple, pour récupérer les informations intéressantes. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de retours de mairie, on a eu 3-4 au total, et on n'a pas eu... Voilà, je pense pas qu'ils étaient assez impliqués pour aller jusqu'à là. Et au niveau de la reproductibilité, pareil, on avait dit, donc une fois qu'on a vu que cette étape ça n'allait pas marcher, on s'est dit quand on a quelques partenariats, est-ce que ça vous intéresserait que nous on s'implique plus particulièrement pour vous aider à reproduire certains projets. Il n'y a pas eu de retour très particulier, mais c'était effectivement nos idées à la base. On s'est dit que ça aurait pu être intéressant même de moins s'éparpiller, d'aller voir peut-être un peu moins de projets différents, mais de plus se concentrer sur quelque chose de concret qui pourrait être ensuite reproduit. Voilà. Mais comme on n'a pas eu de suite de ce côté-là, on a préféré faire ce format-là. Très bien, merci. S'il n'y a plus d'autres questions,
je vous invite à remercier Paul. Merci à vous.